Nous ne verrons jamais un combat entre Islam Makhachev et Bilal Mohamed, c'est Islam Makhachev qui l'a déclaré ce week-end. Dustin Poirier se donne un mois pour prendre une décision quant à un potentiel retour. Holloway aura-t-il une chance à la ceinture des poids légers en cas de victoire sur Ilia Topuria? Nous sommes le mardi 6 août 2024 et comme à chaque émission, nous faisons le tour de l'actualité MMA. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Dustin Poirier, qui on se souvient, a annoncé sa retraite suite à sa défaite face à Islam Makhachev. Troisième défaite pour lui dans un combat pour le titre d'ailleurs. Troisième défaite par soumission même. A déclaré qu'il pourrait être de retour avant la fin de l'année. Il va prendre tout le mois d'août pour se remettre dans le bain, s'entraîner dur, voir où il en est et selon ses sensations, décider s'il va remonter dans l'octogone ou pas. Il a déclaré que l'adversaire compte, mais aussi le lieu et la position sur la carte. On comprend qu'il peut pas revenir pour n'importe quel combat. On lui a demandé s'il serait prêt à accepter un combat pour le titre intérim contre Tsarukyan, puisqu'Islam Makhachev, on le sait, est blessé, aimerait recombattre avant la fin de l'année, mais on n'en est pas sûr, tout va dépendre de son état de santé. Il a déclaré que oui, pourquoi pas, c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Ce serait une très bonne opération pour lui. En cas de victoire, il serait tout de suite dans la conversation pour de nouveau avoir sa chance pour le titre. 4 chances pour la ceinture pour un combattant. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait. Faudrait aller voir dans les archives, mais ça peut être très intéressant. Dans un combat contre Tsarukyan, ça serait très dur en lutte, je pense. Maintenant, si Tsarukyan décidait de rester debout, pourquoi pas? Si Dustin Poirier en a encore sous le pied, il pourrait très bien coucher Arman Tsarukyan, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, si Tsarukyan décide de lutter, je pense que ça serait très difficile pour Dustin Poirier. On lui a aussi demandé s'il était prêt à affronter Conor McGregor. Il a dit bien sûr que oui. Maintenant, Michael Chandler attend depuis 2 ans. Je ne suis pas convaincu que l'UFC va lui faire ce sale coup. Je suis assez d'accord avec lui, mais il a dit c'est le fight business, donc tout peut arriver. Il ne serait pas contre un dernier gros paquet d'argent. Et puis on sait aussi que maintenant, il y a vraiment de la tension entre McGregor et Dustin Poirier. Donc je pense que retrouver l'Irlandais dans la cage, ça pourrait lui faire très plaisir. Sinon, il était censé se faire opérer très prochainement. Mais s'il remonte dans la cage, l'opération peut attendre. Rien d'important, c'est ce qu'il a déclaré. Et une chose assez intéressante, il est à la retraite officiellement, Dustin Poirier. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré. Et pourtant, vous savez, le fabricant de chaussures, Brook, lui a proposé un partenariat. Il dit que lui, il a couru toute sa carrière, il a couru sur route toujours, qu'il soit en camp d'entraînement ou pas en camp d'entraînement, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, qu'il va continuer à faire pour sa retraite. Et Brook l'a contacté, ils ont vu qu'il courait avec ces chaussures-là, ils lui ont dit écoute, est-ce que tu voudrais être un de nos ambassadeurs? Il a dit oui. Je trouve ça assez intéressant, ça veut dire que les combattants de MMA aujourd'hui deviennent des égéries de grandes marques quand même. Brook, c'est une grande marque, pourtant c'est une marque de running, on aurait pu croire qu'ils allaient aller chercher un coureur. Non, ils vont chercher Dustin Poirier qui venait d'annoncer sa retraite. C'est très bon pour lui, les affaires se portent bien et on lui souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit dans l'octogone ou en dehors de l'octogone. On a aussi Tim Welch, coach du champion des poids coqs, comme vous le savez, Sean O'Malley, qui s'est exprimé sur la belle victoire d'Oumar Nurmagomedov sur Cory Sandhagen le week-end dernier. Il a reconnu au russe un très bon mental, puisque d'après lui, la bonne défense de lutte de Sandhagen aurait pu le faire déjouer complètement, ça n'a pas été le cas. Oumar Nurmagomedov a su se remettre en question à la fin du premier round, et grâce à ça, il a remporté le combat. Il pense forcément que si Sean O'Malley pouvait battre Oumar Nurmagomedov, ça le propulserait dans une autre dimension. Je suis entièrement d'accord avec lui. Actuellement, Oumar Nurmagomedov, il a une image un peu d'invincibilité, de mec imprenable. Un cran en dessous de ce qu'avait Khabib à l'époque, mais quand même, je pense qu'il pourrait très vite l'égaler. S'il prend la ceinture et qu'il défend la ceinture plusieurs fois, ça pourrait devenir une autre légende chez les Nurmagomedov, d'après moi en tout cas. Et comme je vous le disais dans l'épisode d'hier, O'Malley et McGregor se sont échangés quelques amabilités sur les réseaux sociaux, on peut dire. Ça fait quelques jours que ça chauffe un petit peu. Je crois que ça a commencé avec Conor McGregor qui a réagi à un tweet. En fait, Sean O'Malley a déclaré que tu pouvais être positif à l'ostarine seulement via la transpiration, parce que lui a été positif à cette molécule. Il dit oui, mais si je me suis sûrement entraîné avec des mecs qui étaient dopés, ils m'ont sué dessus et du coup j'étais positif. Et McGregor avait juste répondu avec un smiley qui rigole. Sean O'Malley l'avait mal pris, il lui avait répondu, etc. Bon, le coach, lui, il pense que ce bif est assez bizarre. Il dit ouais, O'Malley, je le dis, c'était un des premiers fans de Conor McGregor. Il adorait son style, il adorait tout ce que représentait Conor McGregor. On regardait même les highlights de Conor avant d'aller combattre. Dans le vestiaire, sur la route jusqu'à l'arena. Donc il ne comprend pas ce qui s'est passé. Après, forcément, il y a un côté financier derrière ça. Si un combat pouvait avoir lieu entre les deux, ça serait énorme. Mais comme il le dit dans l'interview, je ne sais pas comment ça se passerait. McGregor, aujourd'hui, il est très massif.
Sean O'Malley, ça lui demanderait beaucoup de travail de monter de catégorie pour aller ne serait-ce que chez les légers, d'après lui en tout cas. Et le combat ne pourrait avoir lieu que chez les légers parce qu'il ne voit pas O'Malley monter chez les welter. Donc assez compliqué, il le dit, c'est un peu une énigme ce bif, j'en ai pas vraiment parlé avec Sean. Et enfin, concernant la défense du titre, qui aura lieu, je le rappelle, en septembre à la Sphère, il estime que si Merab Dvalishvili veut s'imposer face à eux, il va falloir qu'il les amène au sol, ou en tout cas qu'il amène Sean O'Malley au sol très rapidement. Il va donc forcer le takedown et prendre des risques, ce qui va permettre à Sean O'Malley de le contrer. Peut-être un peu comme ce qu'il avait fait face à Aljamain Sterling, en tout cas on lui souhaite. Et il estime aussi que Sean O'Malley est beaucoup plus mobile que tous les autres adversaires de Merab Dvalishvili. Il pense que les autres avaient un style qui facilitait la lutte de Merab. Il restait statique face à lui, ce qui aidait Merab à avoir de bons takedowns. Il dit que ça va être totalement différent avec Sean O'Malley qui va rentrer, sortir, tourner, se désaxer, jouer de son allonge. Donc pour ça, on aura une réponse au mois de septembre prochain. Chez les poids mouches, maintenant, on a Steve Erceg qui va affronter Kai Kara-France le 18 mai prochain à l'occasion de l'UFC 305. Alors il a expliqué que dans cette partie du monde, les fans auraient préféré qu'ils ne s'affrontent pas. Forcément, c'est un Néo-Zélandais contre un Australien. Ils préfèrent voir ces combattants-là affronter des Américains, des Français ou je ne sais quoi et ne pas s'affronter entre eux. C'est un peu des nations sœurs, entre guillemets. Mais il le dit, on est tous les deux proches du titre et il y a de la place que pour un seul. Donc forcément, à un moment, il faut s'affronter. Pour ce qui est de l'opposition dans la cage, il estime que Kai Kara-France est très puissant, qu'il arrive très bien à amener son point arrière pour venir faire des dommages, mais il pense que lui va réussir à contrer ça et qu'il sait mieux mixer les choses que lui et que ce sera sûrement la clé du combat. La dernière fois qu'on a vu Steve Erceg dans une cage, c'était pour le titre face à Pantoja. Il avait perdu et il explique qu'il a beaucoup appris de sa défaite, notamment sur sa défense de takedown. Il a beaucoup taffé la lutte gréco-romaine, c'est-à-dire tout ce qui se passe au-dessus de la ceinture. Il dit, je crois que j'ai pris 8 takedowns sur 16 ou quelque chose comme ça, c'est énorme. Et la plupart, je les ai pris au-dessus de la ceinture. Tout ce qui était les attaques dans les jambes, je m'en suis bien sorti. Mais pour le reste, j'ai eu des lacunes, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et je vais revenir plus fort. En cas de victoire à l'UFC 305, donc, il aurait aimé affronter Brandon Royval. Maintenant, on sait que Brandon est booké. Et puis, il pense que si Brandon gagne son combat, il va avoir sa chance pour le titre. Du coup, ça met un peu ses plans à mal. Donc il dit pourquoi pas affronter Amir Albassi. Je pense que ça ferait une très belle demi-finale. Écoutez, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Erceg, franchement, très bon combattant. Moi, j'aime beaucoup. Kai Kara-France, ça fait un petit moment qu'on l'a vu dans la cage. Je ne sais pas dans quel état il va revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que Kara-France, il a de la puissance. Il peut faire de très belles choses. Je pense que ça devrait être un combat très divertissant. Et je voulais poursuivre en vous montrant cette vidéo de Bilal Mohamed et d'Islam Makhachev, très drôle. Alors c'était à but promotionnel pour l'UFC, les deux devaient poser avec leur ceinture de champion. Et Mohamed qui n'arrive pas à bien prendre la ceinture, on a Makhachev qui est obligé de lui montrer comment faire. Ça a fait rire tout le monde. Et on a Kamaru Usman qui réagit à ça en disant Islam est un bon gars, il a eu besoin de t'apprendre comment tenir ta ceinture. Avec un bonhomme qui se tape la tête, l'air de dire mais c'est pas possible, t'es pas fait pour être champion. C'est assez drôle parce que Mohamed, personne ne le voyait devenir champion et maintenant qu'il est champion on a l'impression qu'il va faire gaffe sur gaffe ou en tout cas qu'il a du mal à embrasser ce costume du champion et Mohamed il lui répond oui il m'a aussi appris à comment enlever tes traces de doigts de sur la ceinture. Plutôt drôle. Ousmane lui répond de nouveau en disant mais attends de quelle trace tu as dû suivre pour battre Leon Edwards, tu pourrais au moins me dire merci. L'air de dire moi j'ai affronté Edwards plusieurs fois, je t'ai montré comment fallait faire pour le battre, t'as juste eu à recopier le plan. Et puis Mohamed lui dit oui, j'ai fait ce que tu n'as pas su faire, j'ai fini le boulot, je t'enverrai la marche à suivre par PDF, donc je t'enverrai le plan pour battre Leon Edwards par PDF, tu as juste à m'envoyer ton email et rentrer tes informations bancaires. Cet échange m'a fait beaucoup rigoler. Et puisqu'on y est avec Bilal Mohamed, vous savez, la semaine dernière, le coach de Leon Edwards a expliqué que Edwards avait mal au dos pendant tout son camp d'entraînement, qu'il a été très gêné, etc. Et Bilal Mohamed, il dit attends, ils ont tous des excuses différentes. Leon Edwards dit qu'il n'a pas pu dormir. Son coach dit qu'il avait mal au dos. Les gars, si vous venez avec des excuses, essayez au moins de vous mettre d'accord en avance. Ça m'a fait plutôt sourire. On a demandé à Islam Makhachev s'il serait prêt à affronter Max Holloway. Il dit franchement si Max le veut, moi je suis prêt à le faire, ce serait un super combat pour les fans, je lui donne pas tort là-dessus, même si ce serait très très dur pour Holloway parce que la puissance de Makhachev et puis sa lutte pourrait lui poser beaucoup de problèmes, surtout sa lutte. Par contre Makhachev dit que Holloway doit d'abord battre Topuria, ce qui va pas être facile parce que c'est un match-up très compliqué pour lui, mais par contre s'il le bat et qu'ensuite l'UFC veut faire un combat Makhachev contre Holloway, Makhachev serait plus que ravi. Alors forcément, tous les détracteurs d'Islam là vont me dire ouais t'as vu, il fait tout ce qu'il peut pour éviter d'affronter Arman Tsarukyan. Très honnêtement les gars, moi je serais très déçu aussi si Makhachev n'affronte pas Tsarukyan. Je pense que c'est le combat à faire. Makhachev là est blessé, on en a parlé un petit peu plus tôt.
Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va pouvoir revenir avant la fin de l'année? Ou est-ce que ce sera seulement début d'année prochaine? Je sais pas niveau timing ce que ça va donner, hein. S'il affronte Tsarukyan début d'année prochaine, est-ce qu'ensuite il peut faire Holloway peut-être au mois d'avril, quelque chose comme ça? Je sais pas du tout. Mais de toute façon, avant ça, il faut que Holloway batte Topuria. Ça va pas être une tâche facile, mais j'aimerais beaucoup voir ce combat. Et puis pour Holloway, ce serait un super cadeau d'avoir une chance à la double ceinture au vu de la carrière qu'il a eue à l'UFC. Holloway, il a que 32 ans d'ailleurs, hein. On dit que le top pour un combattant, c'est 33 ans. Il est à 32 ans, il peut peut-être encore progresser. Maintenant, il a pris beaucoup de coups dans sa vie. Et on sait qu'il a eu toute une phase de dépression. Je pense qu'il a perdu un peu de points de ce côté-là. Mais écoutez, sait-on jamais, Holloway ne fait que de nous surprendre combat après combat. Makhachev, il s'est aussi exprimé sur Bilal Mohamed. On le sait, Makhachev, lui, voulait aller chercher la ceinture des poids welter à un moment de sa carrière. Aujourd'hui, c'est Mohamed qui l'a. Les deux sont très proches, hein, sont très amis. Makhachev a dit il y a très peu que voilà, c'était que du business, alors pourquoi pas. Mais là, il a coupé court. Il a dit ce gars-là a brisé mes plans de devenir double champion, mais je suis très content pour lui et pour son pays, il le mérite. Donc je pense qu'on ne verra pas tout de suite un combat entre Makhachev et Bilal Mohamed. Mohamed avait déjà dit non, Makhachev avait laissé la porte ouverte. Bon voilà, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre maintenant. Magomed Ankalaev va affronter Rakic, hein, à l'UFC Abu Dhabi qui va arriver au mois d'octobre, là, très très prochainement, octobre ou novembre, c'est octobre, on en a parlé hier en plus. Et il a tweeté Magomed Ankalaev, hein, en disant maintenant tout le monde est au courant que je vais combattre Rakic à Abu Dhabi. Peu importe qui Mike Maynard me donne, je vais le détruire en fait. Et ensuite, ils ne pourront plus me dénier si je fais le job d'une façon impressionnante. Mike Maynard, c'est le matchmaker de l'UFC, hein, pour information. C'est lui qui fait les combats, qui décide qui va affronter qui. En tout cas, il participe à ça. Et il dit je suis vraiment désolé pour les gars que je vais devoir affronter, mais j'ai besoin d'avancer. Donc en gros, bon, je pense qu'il a la mauvaise de ne pas avoir son combat pour le titre. Donc il tweet en disant maintenant je vais détruire tout le monde. Bah écoute, on va en reparler après dans la minute auditeur, hein, parce que vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. C'est vrai qu'Ankalaev, je vois pas ce qu'il peut faire de plus maintenant pour avoir un combat pour le titre, à part continuer à gagner, même si pour moi il aurait déjà dû avoir ce combat dès maintenant. Arman Tsarukyan avait tweeté le 18 juin 2023, il avait dit Michael Chandler, si tu penses que le combat avec Conor McGregor va arriver, c'est vraiment que t'es idiot, un peu comme ton Fight IQ. Bon, bonne blague. Et puis là, il a tweeté aujourd'hui, il a mis 14 mois plus tard, 3 petits points. L'air de dire, t'as vu, j'avais raison à l'époque. Moi, je souhaite vraiment à Michael Chandler d'avoir ce combat. Maintenant, c'est entre les mains, j'ai l'impression, de Conor McGregor, même plus que de l'UFC. On a la sensation des poids moyens, Bonical, qui a tweeté Can't wait to be back in the octogone. Donc, j'ai très hâte de faire mon retour dans l'octogone. La dernière fois qu'on l'a vu, je crois que c'était à l'UFC 300, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à faire, j'espère qu'on pourra le revoir avant la fin de l'année. J'ai été voir sur ses réseaux sociaux et de l'UFC, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Si vous avez des rumeurs, dites-le moi. Mais lui, je pense qu'on peut peut-être compter sur lui dans les prochaines années, même peut-être dès l'année prochaine pour aller titiller le haut du panier de la catégorie. Un vétéran de l'UFC maintenant, Michael Johnson, qui nous dit « Je serai de retour normalement pour l'UFC 310, hein, le timing sera bon. Qui veut m'accueillir dans la cage? J'appelle tous les compétiteurs. » Et puis il tag Sean Shelby et Mike Maynard. Donc Sean Shelby, c'est comme Mike Maynard, c'est un gars qui fait les matchmaking à l'UFC. Il dit « C'est parti, quelque chose de très bien arrive. » Michael Johnson, je l'avais un petit peu oublié pour être honnête avec vous, mais il est toujours à l'UFC. Sacré vétéran, il a battu des gros noms, notamment Dustin Poirier, si je ne dis pas de bêtises. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On va passer tout de suite à vos réactions, à vos réflexions avec la minute auditeur. Mais avant, si vous pouvez prendre une petite seconde pour liker cette vidéo, la partager, la commenter, ça me ferait très plaisir. Et tout de suite, on passe à la minute auditeur. Et je commence cette minute auditeur avec Andy Gavo qui me dit « Je suis pas tout à fait sûr que c'est pour ces 2 title shots perdus que Gane est vraiment critiqué. Moi, perso, c'est plus parce qu'il a refusé à Spinal, qu'il est inactif, qu'il préfère tourner des films au lieu de monter dans la cage, etc. Son attitude manque de motivation, j'ai l'impression, et ça me gêne. Comme a dit Jones, il est content d'être là, mais moi, je viens pour gagner. Continue de jouer à la PS4 pendant que moi, je m'entraîne. Il n'avait pas tort sur ce coup-là. » Ensuite, on a François Neko qui lui répond « Il a commencé à être insulté dès sa défaite contre John Jones. Après, personnellement, je ne comprends pas comment on peut détester un gars qui a l'air sympa. Il n'y a que les sales types que je déteste. Quand Gane a perdu, j'étais plutôt triste pour lui au lieu de me dire que j'allais lui cracher dessus. Quand j'ai appris qu'il faisait du cinéma, ce qui est un de ses rêves, j'étais content pour lui. Peut-être parce que je ne suis pas assez tordu pour commenter sur Internet. » Et puis on a Sniper qui nous dit « Moi, depuis qu'il a menti et dit que Francis n'était pas blessé, j'ai vu son vrai visage quand il perd. » Alors ça, j'étais pas au courant de cette histoire-là, peut-être, et j'avais pas vu ressortir. Donc moi, je suis assez d'accord avec Andy, ce que tu dis.
c'est que j'ai l'impression que ce qui a aussi déplu dans le comportement de Gann, c'est ce côté un peu, ouais, je m'en fous un petit peu, je me donne pas à fond, ce qui est peut-être pas vrai, c'est peut-être juste une façade, mais les gens se sont dit, ah, c'est dommage, pourquoi il y va pas? Après, t'as les gens aussi bêtes et méchants qui ont dit, ah, bah ça y est, maintenant qu'il a perdu, c'est plus le meilleur au monde, j'arrête de m'intéresser à lui, bon, bah ça, malheureusement, tu peux rien faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fans aussi, c'est ça, le fait qu'il ait refusé à Spinal, comme tu dis, qui a beaucoup joué dans le sens où il a voulu la jouer stratège et ça s'est un peu retourné contre lui. Et aujourd'hui, c'est Aspinal qui est au top et les gens disent un peu, bah tiens, c'est bien fait pour toi, t'as été stratégique, t'as pas voulu l'affronter à l'époque. Après, est-ce qu'on peut lui reprocher aussi à Cyril Gane de ne pas avoir voulu? Je sais pas. Il a peut-être été mal conseillé aussi, hein. C'est peut-être pas forcément que lui, c'est peut-être le management autour qui lui a dit non, prends pas Spinal, tu vas avoir mieux, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un coup qui a été mal joué. Maintenant, c'est pas trop tard, il peut encore se rattraper, hein. Moi, je pense que j'ai un auditeur qui m'a dit ouais, si bat Volkov, je le vois pas battre Aspinal. Je sais pas, ça reste du MMA. C'est vrai qu'Aspinal, pour moi, serait favori sur le papier. Mais attention, Cyril Gane, c'est du très haut niveau. C'est les poids lourds, ça frappe fort. Il pourrait très bien contrer Aspinal, on sait pas. Donc voilà, je sais que ça, le cas Cyril Gane fait beaucoup débat. Moi, personnellement, j'ai rien contre lui. S'il revient, je suis très content. C'est vrai que je pense que ce qui a beaucoup déplu, c'est peut-être le fait d'avoir refusé Aspinal, d'avoir un moment bien. On a eu l'impression le MMA de côté pour faire autre chose, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des blessures et qu'il ne l'a pas déclaré? On sait peut-être pas tout, hein, dans le MMA, c'est aussi ça. J'ai Darcel Ngoma qui me dit bonjour, j'ai une question. J'aimerais savoir quelles sont tes attentes au vu du prochain combat d'Israël Adesanya, sachant que s'il perd ce combat face à Dricus du Plessis, ce serait certainement l'un de ses derniers combats pour le titre, parce que je pense qu'il reste sur 2 défaites lors de ses 3 derniers combats. À mon avis, il ne le méritait pas vraiment. Alors que penses-tu et quelles sont tes attentes pour Israël Adesanya? Alors écoute, Adesanya, moi je pense qu'il méritait sa chance contre Dricus du Plessis. Il a eu un sacré règne, c'est un sacré personnage, il a fait vivre la catégorie pendant un bon moment. Et puis le combat est logique, il y a du bif entre les deux, c'est 2 Africains, voilà. Donc je pense que le combat était logique. J'espère qu'Adesanya va arriver au top. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est brisé mentalement quand il a dit ouais, je prends un break. Bon bah en fait je reviens. Tu vois, est-ce qu'il n'est pas revenu parce que c'est Dricus du Plessis et du coup il voulait la grosse affiche et mentalement il a un peu décroché? J'espère pas, c'est un grand professionnel. Tu ne deviens pas champion comme ça sur un coup de chance. Si les deux sont au top, hein, je pense qu'Adesanya est au-dessus, mais comme je l'ai dit, j'arrête de sous-estimer Dricus du Plessis, franchement. Mais écoute, voilà, mes attentes, c'est d'avoir un Adesanya au top, un Dricus du Plessis au top, et que les deux s'affrontent. Et après, tu me demandes si je pourrais donner mon identité, enfin mon prénom. Bah, tu sais, moi, je travaille encore à côté, etc. Si un jour je peux vivre de YouTube, je montrerai même mon visage, hein, franchement, je m'en fiche. Mais là, c'est plus pour des raisons professionnelles, hein, je suis pas dans la sécurité ou quoi. Mais voilà, je sais que ça me mettrait un peu des bâtons dans les roues, donc je préfère rester plutôt discret. Ensuite, on a Dercy aime beaucoup. Alors, une femme qui nous écoute, je savais pas, quand je regardais les stats, j'avais quasiment que des hommes. Il y avait quelques femmes, mais je me disais, ouais, c'est sûrement des mecs qui regardent sur le compte de leurs copines, qui n'ont pas de compte YouTube à eux. Donc, écoute, bah, bienvenue à toi. Tu me dis que tu es très heureuse de rejoindre la chaîne, que tu t'intéresses beaucoup au MMA. Et toi aussi, tu m'écoutes du Congo-Brazzaville. Donc, vous êtes deux, hein, parce que si je dis pas de bêtises, Darcel Ngoma, il m'écoute aussi de là-bas. Tu me dis, j'ai une question. Quelle est pour vous l'image du MMA féminin au monde, particulièrement à l'UFC? Et pensez-vous que l'UFC finira par atterrir en Afrique? L'UFC en Afrique, j'y crois, on en a parlé la semaine dernière. Dana White a reparlé de ça. Il a dit, je sais pas quand, ce sera très sûrement l'Afrique du Sud. Mais oui, je pense que l'UFC va finir par débarquer en Afrique. Et le MMA féminin, si tu m'écoutes depuis un moment, moi j'ai jamais caché que c'est pas ce qui m'emballe le plus. J'ai souvent dit, moi je regarde vraiment le haut du panier, les combats pour le titre. Bon, ce week-end j'ai regardé Mackenzie Dern. Mackenzie Dern, elle est souvent critiquée pour son pied-point, mais on peut pas lui reprocher. Elle y va, hein. Franchement, Mackenzie Dern, elle fait des choses basiques, mais elle les fait. On voit qu'à la fin, au sol, bon bah c'est l'élite, hein, forcément. Moi, c'est vrai que parfois, je trouve que le niveau est un peu en dessous de celui des hommes. Mais bon, quand tu vois des Namajunas, quand on avait des Johanna Jędrzejczyk, c'était impressionnant. Amanda Nunes. Et puis, l'UFC, on a beau critiquer l'UFC pour le traitement qu'elle réserve à ses combattants. Franchement, le MMA, et surtout quand tu es à l'UFC, tu peux être une femme et gagner de l'argent. Tu peux être une femme et avoir de la notoriété. Ça, on peut pas l'enlever à l'UFC. Ronda Rousey, ça a été une des figures de l'UFC. C'était une femme. Amanda Nunes a fait de l'argent. Ronda Rousey a fait de l'argent. Je pense que Johanna Jędrzejczyk, Namajunas ont fait de l'argent, donc c'est très bien pour les femmes. On dit souvent qu'elles sont sous-payées. L'UFC donne souvent des main events aux femmes. On a souvent des femmes en main card. Donc non, franchement, le MMA féminin se porte très bien. Le niveau pour l'élite est très bon. Après, moi, je serais un hypocrite de te dire que je suis le plus grand fan. Il y a beaucoup de combats de MMA féminin. Je trouve parfois ça un peu long. Maintenant, il n'y a pas à mentir. Hein. Quand c'est l'élite, quand c'était Nunes, Jędrzejczyk, etc., c'est très beau à voir, c'est très violent. Et ça ne va faire que d'augmenter de toute façon, d'après moi. Puis forcément, quand c'est la française Manon Fiorot, je soutiens bien évidemment. Ensuite, on a Kirous qui me dit la carte de l'UFC 308 est l'une des meilleures de l'année. Espérons qu'il n'y ait pas d'annulation. Bah, c'est vrai, surtout quand tu vois Shimaev, forcément, tu as un peu peur qu'il y ait des annulations. Mais là, je suis d'accord, ça va être une carte de dingue. Et j'espère et j'y crois à horaire française. Ce serait vraiment génial pour nous. Ensuite,
J'ai Lixicode qui me dit quelle carte incroyable pour l'UFC 308. Petite question, pourrais-tu nous dire ce que tu penses de Dana White et de la gestion des combattants? Ce serait top d'avoir ton avis. Alors ça c'est un sacré sujet. Dana White il est très dur à cerner. Des fois il est très très dur avec les journalistes en conférence de presse. Des fois je trouve que c'est même un peu abusé. Il est un peu dans l'humiliation très franchement. Maintenant ça reste un gars qui a un poste à très haute responsabilité. C'est vrai qu'on dit souvent que les combattants sont mal payés à l'UFC, que parfois ils ne sont pas considérés, etc. Maintenant, ça reste du business. Je pense qu'il le fait très bien. L'UFC se porte très bien. C'est aussi grâce à lui. C'est le visage de l'UFC. Si Dana White n'était plus là, les choses seraient bien différentes. Je pense, en tout cas, d'un point de vue télévisuel, etc. Aujourd'hui, Dana White, ça reste une référence. Après, tu vois, si tu as un star power, comme je disais, quand tu arrives, si l'UFC pense que tu peux faire de grandes choses, ils vont te pousser à fond, ils vont aller dans son sens. Dana White, on le sait, a fait souvent des dons à des associations. Il a aidé des combattants qui étaient dans la galère. On le sait, il l'a dit. Donc ça reste un être humain, ça reste un bon gars, je pense, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui. Et puis tu vois, il y a des combattants comme Jim Miller. Jim Miller, il a réussi à gagner quand même en millions de dollars à l'UFC, alors que voilà, Jim Miller, il n'a pas été champion, c'est un vétéran, il est re-signé. Alors qu'aujourd'hui, je pense que l'UFC pourrait se passer de Jim Miller. Les hardcore fans connaissent Jim Miller, mais le gars qui regarde l'UFC de temps en temps, il en a rien à faire que ce soit Jim Miller ou un autre sur la carte. Il y a une certaine fidélité, il y a quand même des valeurs à l'UFC, je pense, encore une fois. Je sais que ça va faire débat, je sais que d'autres pensent autre chose. Mais voilà, je pense que Dana White, il est dans son rôle. On dit souvent diriger, c'est aussi prendre des décisions. Bah voilà, parfois il prend des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Il est parfois un peu dur, mais il a fait de l'UFC, il a participé à faire de l'UFC ce que l'UFC est aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. On a ELH Short qui me dit, bah tiens, c'est toi, qui me dit si Gane bat Volkov, je pense qu'il n'a aucune chance contre Aspinal. Bon, bah tu vois, moi je pense qu'il a quand même une petite chance, même si Aspinal reste favori. Il y a Slash qui me dit je suis à 100% pour Cyril Gane, mais par contre je suis dégoûté pour un KLF. Ils vont le faire tourner combien de temps? Comme ça il mérite une chance. Bah ça j'en ai parlé tout à l'heure. Bien sûr qu'il mérite une chance. Dans les commentaires il y a un gars qui disait oui mais depuis son combat contre Blachowicz qui a été très chiant, qui était pour la ceinture intérim, je crois que c'était intérim à l'époque, Dana White l'a en travers de la gorge. Je pense que tu as raison, ça lui a pas fait du bien ce combat là. Ça a été un combat très moyen, qui avait très mal démarré pour lui. Il avait réussi à revenir. Chapeau à lui, ça avait montré beaucoup de choses, mais malheureusement ça n'avait pas plu à l'UFC. Je pense que depuis ça, la route va être un peu semée d'embûches pour lui. Et ensuite, il y a Lansen Walid qui me dit mais tu dis qu'Holloway il a que 31 ans, pourquoi tu veux qu'il prenne sa retraite? Ça, c'est intéressant, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Holloway, c'est vrai qu'il est là depuis tellement longtemps, il a été champion très jeune, etc. On a l'impression qu'il a 40 ans. Non, il a même pas 33 ans, j'en ai parlé. Mais la retraite, lui-même en a parlé il y a quelques mois. Voilà, donc c'est pour ça, la presse spécialisée en parle beaucoup, sur les réseaux sociaux, on voit souvent passer ça. Puis surtout qu'à un moment, il y avait la question, tu as perdu 3 fois contre Volkanovski, donc on a l'impression que tu redeviendras jamais champion. Est-ce que tu as envie de continuer seulement pour être le gatekeeper, le gars de la demi-finale, tu vois? Il y avait ça aussi qui jouait, mais moi, Holloway, j'adore ce qu'il fait dans la cage. Si on peut le voir combattre encore des années, je suis pour. Maintenant, voilà, est-ce que sa santé lui permettra? Je l'espère. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Comme vous êtes nombreux, là je pense que les gens qui restent à regarder la vidéo maintenant, c'est des fidèles. Je vais être en vacances dans les semaines qui viennent, pas tout de suite, mais sur septembre. J'ai envie de continuer à poster, mais que en mode podcast, sans montage vidéo, juste vous donner des news à la suite comme ça, pour pas, voilà, qu'on continue à être en contact, que vous continuez à avoir des nouvelles. Est-ce que ça vous intéresserait? Il y aurait vraiment juste l'image de fond, peut-être quelques photos de combattants, mais ce serait vraiment très sommaire. Par contre, vous continuerez à avoir du contenu assez régulièrement pendant le mois de septembre. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très prochainement, demain ou après-demain, pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, salut!